Bonjour à tous, désolé pour ce petit retard et ces problèmes techniques, mais nous allons pouvoir enfin commencer la séance de ce tuto. Donc aujourd'hui nous accueillons Muriel Epstein qui a une formation de sociologie et est sociologue. Elle a été à terre dans un laboratoire de mathématiques et informatique et elle a eu à cette occasion la chance, enfin, ou en tout cas l'opportunité de travailler sur Linkage, un logiciel qui permet de travailler à la fois sur de l'analyse de réseau et sur de l'analyse lexicale. Et pour le dire très rapidement, ça permet de détecter des communautés à partir de proximités sémantiques. Et donc on est très heureux aujourd'hui d'accueillir Muriel pour qu'elle nous parle de cette expérience et de ce logiciel dans le cadre des tutos Amaté. Donc je vais laisser Muriel se compléter sa présentation si elle le souhaite, et puis surtout nous parler de Linkage, et puis elle va nous préciser très rapidement aussi le déroulement de ce tuto, à quel moment vous pourrez intervenir ou pas, par oral ou par le chat, comme vous le souhaitez. Donc merci Muriel, et je te laisse la parole pour ce tuto. Eh ben, merci Benoît et Viviane pour toute cette organisation. Donc au niveau du plan, si ça veut bien marcher, ça commence bien. Pourquoi j'arrive pas à passer? Voilà. Donc au niveau du plan, je vais commencer par faire une petite introduction. Et l'idée, c'est un peu qu'à la fin de chaque partie, vous puissiez me poser des questions. Je regarde le chat du coin de l'œil ou le Q&A qui sont à droite sur votre écran, donc n'hésitez pas, si j'ai fait un lapsus, s'il y a un truc pas clair, si vous voulez des présentations, si vous voulez que j'insiste sur un point. Donc je vais commencer par une introduction avec un petit exemple pour qu'on voit un peu ce que c'est. Ensuite, je vous donnerai des éléments théoriques. On avait plutôt dit plutôt succinct hier avec Viviane et Benoît, mais si vous en voulez un peu plus, vous pouvez en demander. J'ai aussi dans une vie antérieure passé une agrègue de maths et fait un peu de maths, donc normalement je dois aussi pouvoir répondre un peu à des questions. Ensuite, rapidement la présentation du projet, et puis je passerai un peu plus de temps sur l'aspect tutoriel, faire fonctionner. Et si on a le temps et que ça vous intéresse, je vous montrerai comment je l'ai utilisé en tant que sociologue sur un cas pratique que je trouvais rigolo. Donc c'est parti. Donc c'est un algorithme, un logiciel qui a été développé par Charles Bouveron et Pierre Latouche, qui est accessible gratuitement en ligne pour les chercheurs. Donc si vous êtes une start-up, on vous demande de payer, ou une entreprise, mais si vous êtes un chercheur, c'est gratuit et on vous fait confiance. Et c'est un algorithme statistique d'intelligence artificielle qui fait de l'analyse de réseau à la fois textuelle et de réseau. Ce qui est assez original, puisque usuellement, donc comme on va le voir sur cet exemple, soit on traite les graphes et on regarde les réseaux et comment ils circulent, et puis on va regarder, on va dire ok, là on va voir, il y a 3 clics, la clique de ces 3 personnes-là qui parlent entre elles, ces 4-là qui parlent entre elles, et ces 2-là qui parlent entre elles. Et là, ça va être un résultat standard pour un réseau dirigé binaire. Et on ne tient pas compte du texte, du contenu de ce qui est échangé, que ce soit les emails, que ce soit Facebook, que ce soit les SMS, Twitter, enfin, on ne tient pas compte du contenu. Alors que si ça se trouve, par exemple, là, il parle de, c'est quoi les résultats du match, là, il parle de la pêche, et en fait, on peut imaginer, quand on regarde dans le détail, que finalement, ces deux-là, ils parlent de la même chose, ils parlent de la pêche entre eux, et donc finalement, ils auraient quelque chose à voir entre eux ou avec ce groupe-là parce qu'ils parlent de la pêche, représenté ici par le fait que les traits sont en bleu. Et donc si on tient compte du texte qui est donné, on va avoir d'autres clics ou d'autres groupes qui vont se dégager. Je vous donne un autre exemple complètement fictif. On va imaginer qu'on analyse vos mails
Et puis en fait, on va retrouver qu'à chaque fois que vous vous adressez à des services administratifs, mettons que vous avez des problèmes avec les remboursements, la compta, je sais pas quoi, vous allez avoir un type de vocabulaire, il va y avoir du cordialement, il va y avoir du référence numéro, truc muche, il va y avoir des mots-clés qui vont faire qu'on va repérer que là, il y aura les points bleus qui vont être un peu disséminés, qui vont être les services administratifs. Et puis inversement, à chaque fois que vous parlez à votre famille, je sais pas quoi, vous avez bisous, comment ça va, vous avez des choses qui fait qu'on va repérer des groupes de gens dont on pourra analyser a posteriori que c'est votre famille. On pourra peut-être avoir une clique, là j'ai mis amis jeux en ligne, donc de gens qui se connaissent tous et qui parlent tous de la même chose parce que vous êtes sur un jeu en collectif, peut-être que vous avez vos amis du cours de peinture, vos collègues, et en fait, on va pouvoir retrouver à travers ce qui est dit et les textes utilisés, parce que probablement que vous allez avoir des termes techniques sur le cours de peinture de tel jour, telle heure, sur etc., qui va faire qu'on va retrouver qui sont les personnes, en fait, sans, comment dire, au départ, on va juste retrouver des clics, ça je vous l'expliquerai dans le tutoriel, on va retrouver des groupes de personnes, on ne sait pas ce qu'ils ont en commun, et ce qu'ils ont en commun, c'est le texte que vous leur envoyez, mais quand on regarde derrière, ce qu'ils ont en commun aussi, c'est que finalement, si ça parle de la même chose, ou si vous utilisez les mêmes mots pour leur parler, c'est qu'ils ont des points communs. Et c'est ça qui va être intéressant dans Linkage, c'est que on va utiliser à la fois l'aspect réseau, qui parle à qui et comment, mais aussi le contenu du réseau. Voilà, donc s'il y a quoi que ce soit qui n'est pas clair sur cette intro, vous n'hésitez pas à me le mettre en chat. Est-ce que je continue? Ok, je continue. J'ai considéré que Kindimo consent. Alors, je vous demanderai si vous utilisez, donc comme je vous le disais, le logiciel est gratuit d'accès pour les chercheurs. Je vous demande de respecter les droits des chercheurs et notamment de citer le travail de Charles Bouveron, Pierre Latouche et M. Drake que je ne connais pas. Donc j'ai mis le lien ici avec le lien simplifié sur Archive. Sur un plan théorique, on est sur un modèle inductif, c'est-à-dire qu'on n'a pas de supposition a priori sur quels sont les champs lexicaux qui existent ou quels sont les groupes qui existent. On suppose juste qu'il en existe. Et on suppose le nombre qui en existe. C'est-à-dire que je vais dire à l'ordinateur, il existe 10 champs lexicaux dans mon analyse, ou 10 groupes d'individus, ou 3 groupes d'individus, 2 champs lexicaux, et on va essayer de retrouver lesquels. On suppose que, en fait, donc le modèle LDA, c'est Latent Directed Association, et ça fait l'hypothèse que chaque personne parle ou écrit avec à sa disposition donc ces fameux champs lexicaux ou sacs de mots qui préexisteraient, et nous, on verrait qu'est-ce que la personne a pioché, et on essaierait de reconstituer de quel sac de mots ça vient. Ce qu'il faut comprendre, quelque chose qui est assez puissant dans ce modèle, dans ce type de modèle, c'est que on peut piocher un même mot dans plusieurs sacs. Par exemple, on peut piocher le mot midi dans le sac des régions, on peut piocher le mot midi dans le sac des horaires, on peut piocher le mot midi dans le sac des formats numériques. Et nous, on peut retrouver d'où il vient. Donc, on n'associe pas un mot à un champ lexical de manière automatique. Et ça, c'est quand même quelque chose de très puissant. Sur une autre étude que j'ai publiée récemment, je voyais que, donc moi je travaille en sociologie et d'éducation, je voyais que Wikipédia est utilisé dans le champ lexical du document chez les professeurs d'histoire-géographie, les professeurs documentalistes, les professeurs de France-Thème, et dans le champ lexical du numérique pour les professeurs de mathématiques. Et donc le même mot ne va pas correspondre à la même représentation ou au même champ lexical selon en l'occurrence moi les enseignants, d'une manière générale les individus, et là on a ça qui est assez intéressant. Alors il y a des fois évidemment où ça marche pas, enfin on peut avoir feu rouge et il y a le feu qui vont se retrouver dans le même champ lexical comme toujours, hein. C'est pas la statistique n'est pas une science exacte comme chacun sait. Mais globalement, on a quand même cet effet de bord qui est un peu, atténué.
Donc, on suppose qu'un document, c'est un mélange de topics ou de sujets, ou de champs lexicaux, et que chaque mot est tiré au sort dans un topic, comme on tire des boules dans une urne, et on observe des documents et on cherche d'où ils viennent. Alors, je vais passer sur cette diapo-là, sauf si vous la voulez. Si vous la voulez, de toute façon, Benoît, elle sera mise pour tout le monde dans le... Enfin, je te l'ai envoyée, donc elle sera mise à la fin. Oui, généralement on la met sur le site web, sur une petite page donc, dédiée. voilà, donc vous aviez cette diapo-là, cette diapo-là, elle donne les aspects notation mathématique pour les éléments, pour les personnes qui voudraient. Alors, juste la notion de sélection de modèles. L'idée, c'est qu'on va maximiser un score, c'est-à-dire un maximum de vraisemblance. C'est-à-dire qu'en fait, ce que fait le modèle, c'est qu'il teste plein de possibilités. Il teste, on va faire l'hypothèse qu'il existe 10 champs lexicaux et 10 groupes, et qu'est-ce que ça nous donne comme probabilité que ça marche. On fait l'hypothèse qu'il existe 5 groupes d'individus et 3 champs lexicaux, et qu'est-ce que ça nous donne comme probabilité que ça marche. Et à la fin, le modèle nous propose celui qui a le maximum de vraisemblance. Et il va tous nous les proposer d'ailleurs, tous ceux qu'il aura testés, et il va nous dire lequel est le plus probable sur un plan mathématique en termes de maximum de vraisemblance. Pour tout ce qui est regroupement, on est sur des techniques assez proches des K-means, si vous connaissez. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est connu. En gros, l'idée, c'est qu'on essaie de rassembler les individus qui ont les mêmes mots, les mêmes types d'échanges et qui échangent les mêmes mots et on les met entre eux. On considère qu'ils vont se ressembler et donc on les met ensemble. J'ai fait un petit article sur le blog Quanti de Pierre Merclé où je détaille à peine plus, mais qu'est-ce que c'est? Si vous avez des questions sur cet aspect-là, c'est pas affreux à compliquer. L'avantage de cette méthode, quand même, par rapport à d'autres méthodes d'analyse de réseau, c'est que on ne suppose pas de hiérarchie ou d'influenceur par rapport à d'autres techniques où on va essayer d'imaginer. La seule chose qui va compter ici, c'est qu'est-ce qui est partagé entre les acteurs. Donc on a à la fois du topic model, c'est-à-dire la partie analyse textuelle, et du clustering, où on suppose que les gens appartiennent à des groupes, en fonction des échanges mis. Donc on suppose ces existences de groupes, on suppose ces existences de champs lexicaux, et puis on va reconnaître, comme je vous disais tout à l'heure dans l'exemple préalable, le service comptabilité, parce que tous les mails vont contenir les mêmes mots, et pas forcément parce qu'ils s'envoient des mails. Mais il va être probable qu'on a à la fois les deux, c'est-à-dire que si un service possède un service comptable, il va être intégré au comptable parce qu'il y a ces échanges avec les comptables. De la même manière, par exemple, deux chercheurs qui vont écrire ensemble ont une forte probabilité d'être dans le même cluster parce qu'ils vont utiliser le même champ lexicaux. Et pareil, si on a deux entreprises, enfin deux services marketing de deux entreprises différentes, mettons que pour une raison ou pour une autre, on a les mails ou je ne sais pas quoi de tout le monde, probablement que les deux services marketing se trouveront ensemble parce qu'ils ont utilisé les mêmes mots. Donc, en première approximation, on peut considérer que l'algorithme teste toutes les combinaisons possibles de champs lexicaux et de groupes pour générer le modèle qui va être le plus probable. Dans la réalité, l'algorithme élimine rapidement une grande partie des combinaisons et se limite, ne va pas au-delà de 10 groupes et 10 champs lexicaux, parce que de toute façon, même pour nous, ce serait peu utilisable. Mais c'est possible. Est-ce que sur cette partie théorique, j'ai des grands froids ou je vous ai pas trop perdu? Sur l'origine du projet, juste donc rapidement, c'est un projet qui a été financé par l'Île-de-France, donc l'innovation en Île-de-France, avec cette idée de permettre
de l'intelligence artificielle, des outils de visualisation et une structure de données. Donc, c'est une plateforme de démonstration qui permet d'utiliser à la fois tout ce qui est co-auteur, Twitter, email, et en fait, elle permet à l'utilisateur d'analyser ses propres jeux de données. J'y reviendrai tout à l'heure dans le tutoriel. Donc aujourd'hui, ça c'était un aujourd'hui il y a un mois, je crois. On avait 520 utilisateurs, une grande majorité du secteur privé et une minorité non nulle du secteur académique, avec des projets qui sont basés sur Linkage, soit terminés, soit en cours. Et donc par rapport à d'autres projets qui existent, ça permet à la fois l'analyse de texte et l'analyse de réseau. Pour ceux que ça intéresse, on est sur toute cette partie informatique qui est comme la partie mathématique, je vais laisser pour ceux que ça intéresse dans le transparent. Je passe au tutoriel, sauf s'il y a des questions. Ok, je passe au tutoriel. Oui. Juste une petite question là, par rapport aux autres projets, donc ça doit être ton avant-dernière diapo. Voilà, celle-ci, l'influence et l'incurious, tu peux repréciser. Enfin, moi, par exemple, c'est des plateformes que je connais pas. C'est-à-dire que tu peux en dire deux mots dessus? Alors, deux mots, juste. En gros, jusque-là, la plupart des projets qui existent, ils font soit de l'analyse de texte directement. Par exemple, sur l'influence, on va plutôt chercher, on va considérer qu'il y a un influenceur et on va regarder comment il influence. Mais on part du principe, on n'est pas dans l'inductif en fait, en tout cas pas aussi complet que sur Linkage. On suppose qu'il y a déjà une structure de données et on regarde à travers les textes comment celle-ci s'exprime. Et donc c'est plutôt de l'analyse textuelle. Si on prend l'Incurious, c'est l'inverse. On va vraiment regarder comment le réseau structure, on ne va pas tenir compte de ce qui est dit. Pour reprendre mon exemple introductif, on va vraiment être dans ce truc-là. C'est-à-dire qu'on va regarder, là on va voir qu'il y a 3 groupes et on ne verra pas qu'en fait il y en a 4 parce que ces deux-là ils ne parlent pas du tout de la même chose que ces deux-là. D'accord? Donc en gros, l'influence, il est là-dedans, il est dans je reconstitue le réseau, ce qu'on pourrait avoir avec plus ou moins avec Gephi ou avec d'autres logiciels d'analyse de réseau. Pardon, Link, je me suis emmêlé les noms. Linkurious, pardon. Linkurious, on est vraiment sur la visualisation de réseau. L'influence, on est vraiment sur l'analyse de texte pour des réseaux, mais en présupposant une structure de réseau, notamment avec des structures d'influenceurs préétablies. On va retrouver sur Linkage, dans les trucs très amusants à faire sous Linkage que je ne vous présenterai pas, c'est de taper, de demander une analyse Twitter avec @POTUS ou @Trump. Si on a le temps tout à l'heure et que vous voulez faire un live qu'on n'a pas testé, c'est un truc qui marche toujours. Avec Trump, on a toujours des trucs. Et là, on va se retrouver avec un réseau très curieux où Trump est complètement isolé. Il est avec Fox News et lui-même, en gros. Et puis après, il y a plus ou moins la terre entière contre lui ou en 2 ou 3 camps, de manière systématique, quel que soit le moment, quel que soit le sujet. C'est assez amusant. Enfin, oui, c'est d'un côté assez amusant. Voilà, et donc Linkage, comme j'essayais de l'expliquer, fait en même temps, vraiment, c'est l'analyse conjointe du réseau et de texte. Ça répond à ta question, Benoît? Parfaitement, merci. Okay. Alors, je passe au tutoriel. Alors, j'ai choisi de faire le tutoriel en ligne, parce que, enfin pas en ligne, justement sur diapo, donc j'ai fait des copies d'écran. Mais donc là, il y a marqué linkage.fr que je vous ai remarqué ici. Et quand vous arrivez sur linkage.fr, vous arrivez sur ce truc-là. Et vous pouvez marquer Try Linkage. Sauf si vous êtes déjà connecté. En l'occurrence, là, je le suis. La première fois, donc, faut que on vous demande si vous l'utilisez pour des raisons personnelles, recherche universitaire ou entreprise. On compte sur l'honnêteté des gens, sinon on ne peut pas s'en sortir et monter ce genre de projet. Donc voilà. Par contre, et on compte aussi sur l'honnêteté des chercheurs, donc de citer le papier dont j'avais mis le lien plus tôt. Si vous l'utilisez pour vos recherches, vous citez que vous êtes basé sur
the stochastic topic block model for the clustering of network with textual edges, statistics and computing. Bon, enfin, il y a toutes les références sur le site. Un peu plus bas, là, sur cette page-là, vous avez la référence que vous pouvez copier-coller. Donc, vous rentrez un mot de passe et puis un login et un mot de passe, et puis vous pouvez vous connecter. Jusque-là, rien que de très classique. Et puis, soit vous voulez voir des travaux déjà existants, vous cliquez sur Jobs, et là, vous allez voir les boulots, soit que vous avez déjà fait, soit qui sont publics. Donc, un travail que vous avez déjà fait, donc là, par exemple, moi, j'ai fait une recherche sur HAL, donc l'endroit où on met tous les textes qu'on a sur sociologie d'éducation. Le travail, je l'ai fait il y a 7 mois et 2 semaines. J'ai demandé de tester entre 2 et 5 topics et 2 et 5 clusters. Ça a pris 6 minutes 13 et je vais pouvoir le regarder, le downloader ou le jeter. Et il a 23 000 arêtes et 5 000 nœuds. Et puis, on peut aussi démarrer un nouveau travail. Quand on démarre un nouveau travail, on a le choix entre étudier des co-authorships, étudier une mbox file, c'est-à-dire tout ce qui est mail. Donc, vous pouvez importer vos mails, vos Gmail si vous voulez, ou les mails que vous auriez. Par exemple, les mails du Scandal & Run, ça donne des résultats assez intéressants. Vous pouvez faire une recherche Twitter ou votre propre recherche sur CVS. Alors, quand vous cliquez... non, je ne l'ai pas mis. Alors, j'ai pas mis la copie d'écran, mais quand vous cliquez sur co-authorship, ça vous laisse le choix entre HAL, Archive ou PubMed, donc 3 archivages libres de papier scientifique, et 2 personnes sont reliées entre elles si on les a écrit ensemble. On peut changer la limite de papier téléchargé. Donc, par défaut, elle est fixée à 500, mais on peut l'augmenter jusqu'à 10 000. On peut éventuellement décocher la case Only Keep the Largest Subgraph from the Graph. C'est intéressant quand on utilise des très gros réseaux. En gros, c'est est-ce que je veux avoir tous les détails de tous les sous-réseaux ou est-ce que je veux avoir un ensemble plus limité. Bon, sur les petits graphiques et qu'on veut voir des gros réseaux, enfin, sur des gros réseaux, il vaut mieux le supprimer. Sur des petits réseaux, évidemment, décocher cette case-là. Soit vous le laissez en automatique et c'est l'ordinateur qui décide, soit vous voulez personnaliser le clustering, et dans ces cas-là, vous cliquez là. En automatique, on limite à 5 groupes et 5 topics. En custom, vous pouvez monter à 10. Alors, ça, je vais quand même le mettre. Alors, ça, c'est des modifications assez importantes parce que par rapport à ce que j'ai mis sur le blog Quanti, où j'expliquais, où j'avais déjà publié un tutoriel en français. Donc, la limite est passée à 10 000 et non plus à 500, la limite max. Donc, on a la possibilité d'avoir 10 topics et 10 clusters. Et surtout, ça c'est, j'avais mis les 2 noms puis texte, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer nom émetteur, texte non récepteur. Mais vous pouvez faire ça, y compris par exemple, imaginons que vous analysez des lettres médiévales de rois ou de princes ou de je sais pas quoi, vous pouvez tout à fait mettre nom émetteur, recopier la lettre non récepteur, et puis vous pouvez faire ça sur tous les échanges que vous avez sur une période du Moyen-Âge par exemple. Et avoir une analyse lexicale tout à fait intéressante et de voir qui parle de quoi, avec qui, etc. Donc, c'est intéressant parce que vous pouvez vraiment reconstituer un réseau. Or, enfin, j'ai donné cet exemple médiéval parce qu'il est arrivé sur un cours que je donnais, mais vous pouvez vraiment avoir des exemples complètement autres que Twitter ou Facebook où les réseaux sont déjà prévisibles en fait, au sens visible d'avance. Aussi, il y a des statistiques qui sont dans le tutoriel que j'avais mis sur
sur Quanti qui n'existent plus, notamment la matrice d'adjacence, parce que on s'est rendu compte que ça facilitait l'ergonomie du site et que ça apportait pas tant de choses que ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Concrètement, une fois qu'on a fini une analyse, on va voir apparaître un truc comme ça, avec des clusters, où là, on va pouvoir bouger éventuellement, passer à 4 clusters, à 2 clusters, à 5 clusters. Pareil, là, les topics, donc j'avais fait entre 2 et 5, donc on peut bouger. Et puis, on va avoir le graphe ici. Ici, on peut, alors là, je pense qu'on n'arrive pas à lire, on voit vaguement, mais on peut faire show words, et ça permet de voir tous les mots du topic, ou ici, il y a marqué hide words, et ça permet de cacher tous les mots. Et là, vous avez les mots du plus utilisé au moins utilisé. Évidemment, on a supprimé les mots de 2 lettres, là, le, un, des choses comme ça. Alors, et puis vous avez les clusters, donc là par couleur, qui vont nous permettre de savoir qui est quoi. Et ici, vous avez un petit crayon qui est aussi bien dans les clusters que dans les topics, qui permet aux sociologues ou à l'analyste que vous êtes de les nommer. C'est vraiment comme dans les analyses factorielles, c'est nous qui choisissons le nom que nous donnons aux axes. Et donc là, c'est pareil, c'est nous qui choisissons le nom que nous donnons au topic. Quand tout à l'heure, je disais, pour moi, Wikipédia était en champ lexical du document, et dans l'autre, c'était en champ lexical du numérique. C'est moi qui ai décidé d'appeler champ lexical du numérique sur une série d'indices que j'avais. C'est pas quelque chose qui, j'aurais probablement, peut-être que quelqu'un d'autre l'aurait appelé autrement. Mais j'avais des éléments qui me laissaient penser que c'était pertinent et que c'était pertinent pour mon analyse. Au niveau des graphiques, on va se retrouver avec des graphiques comme ça, où on va voir des groupes, donc là par exemple mes 3 clusters, qui vont avoir une taille proportionnelle au nombre de personnes qui la composent. Et par exemple, ce groupe de couleur, je sais pas, saumon, ils se parlent beaucoup entre eux avec le topic orange. Le groupe rose, ils se parlent entre eux avec le topic bleu, et le groupe vert, ils se parlent entre eux avec le topic rose. Ici, le groupe vert et le groupe rose se parlent entre eux avec le topic vert. Donc, en l'occurrence, bon, si vous voulez, je vous ferai, si on fait après si on fait à la fin l'exemple, je vous dirai à quoi ça correspond concrètement. À chaque fois qu'on clique sur les carrés, on a le nom des membres du cluster qui apparaît. Alors, s'il y a des milliers de membres, évidemment, c'est un peu plus compliqué, mais on voit au moins les 5 plus importants. Le PI, là, c'est la probabilité d'interaction entre les clusters, c'est-à-dire à quel point les groupes communiquent entre eux, et plus une flèche est large, plus le groupe communique entre eux ou avec l'autre. Et puis là, c'est la répartition entre les topics utilisés. Donc là, par exemple, il y a un topic que j'ai appelé diplômé qui est en bleu. Donc là, le topic bleu, c'est le groupe rose, ils parlent majoritairement entre eux des diplômés. On peut, en cliquant ici sur Expand Cluster, avoir le cluster de manière explosée. Et là, aller regarder en tapant un nom dans Search où sont les gens. Donc moi, je suis toujours sur les sociologues de l'éducation. Donc j'ai pu aller voir où j'étais. En l'occurrence, là, j'ai mis Roger Stablet. Donc on peut, en regardant sur les points, on peut regarder où sont les gens. Qui a écrit avec qui. Alors, il faut voir que quand on a vraiment choisi de garder 10 000 auteurs, ça ne fait pas quelque chose de très facile à voir. Et enfin, le dernier élément qu'on a, donc là, vous aviez des onglets, donc Cluster, Advanced, et vous avez quelque chose en statistique ici. Alors, ici, vous avez les stats. Donc là, on vous dit que le meilleur, c'est-à-dire celui qui, le modèle le plus probable sur un plan mathématique, c'est 2 clusters et 2 topics. Mais des fois, pour le sociologue ou pour la personne qui analyse, ça peut être pertinent de ne pas prendre le modèle le plus probable, mais le modèle qui a le plus de sens. C'est un peu comme pour ceux qui ont l'habitude des classifications ascendantes hiérarchiques.
Des fois, on a le changement de variance à, je sais pas, on a l'histoire du coude là à 3 classes, mais nous, quand on a 4 classes, on fait ressortir un phénomène qu'on trouve intéressant. Donc, ça peut être intéressant de ne pas se crisper sur le modèle qui est statistiquement le plus intéressant. On a les statistiques du nombre d'individus par cluster, par groupe, avec les noms si on les a donnés. On a le pourcentage de topics utilisés avec les noms des topics si on les a donnés. Et à chaque fois, pour chaque topic, on a les mots les plus fréquents de chaque topic. Est-ce que tout ça est clair? Est-ce que je passe à mon exemple ou est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Alors, pour moi, tout est clair. Juste, je vais annoncer aux participants qu'ils ont la possibilité de zoomer sur tes slides. Alors, ça dépend des configurations, mais sur la gauche, il y a une petite jauge avec une petite cartouche avec des zoom plus ou zoom moins. Alors, ça permet de voir un peu plus près. Il n'y a pas de questions ni dans le module questions-réponses, ni dans le chat. Donc, je pense que tu continues. Alors, juste, il se trouve que ce travail-là, comme j'en ai fait une petite étude, je l'ai rendu... On a la possibilité, quand on finit un travail, soit de le garder pour soi, soit de le rendre public. Et donc, que la base de données reste publique pour que n'importe qui puisse l'utiliser comme base d'entraînement. Donc, en l'occurrence, moi, cette base de données-là est publique, fixée, figée, de la même manière que Pierre Latouche et Charles on fait un travail autour d'Enron, des emails d'Enron, qui est assez marrant. On voit qui était au courant dans l'entreprise, qui ne l'était pas, qui était inquiet, qui ne l'était pas au moment du scandale. Et c'est assez intéressant. Et c'est pareil, ce travail-là est public. Et donc, ça veut dire que si vous voulez aller faire votre propre analyse des mails d'Enron, ils sont déjà dans Linkage et vous pouvez déjà reprendre le travail qui a été fait et aller regarder si vous êtes d'accord avec leur analyse, par exemple, ou si vous l'appropriez. Et vous-même, si vous avez un travail dont vous êtes très content ou dont vous trouvez que ça fera un très bon exercice pour vos étudiants, vous pouvez le mettre à disposition. Alors, du coup, si je profite d'avoir ouvert mon micro, une question. Si on travaille à plusieurs et qu'on veut que ça reste privé, alors, à ma connaissance, on ne peut pas travailler à plusieurs. C'est-à-dire que quand on travaille, c'est sur ton compte. D'accord. Et toi, tu le partages, mais ça reste ton compte. C'est-à-dire que les gens... Comment expliquer ça? C'est comme quand tu mets ta base de données à disposition, celle de ton ordinateur, elle ne change pas. D'accord. En fait, tu mets ton travail à disposition des gens, mais un peu comme quand tu as écrit un papier, à part que là, il y a la base de données qui peuvent jouer avec. Mais ton travail à toi n'est pas modifié. D'accord. Et donc, oui, c'est ça. Il n'y a pas possibilité, par exemple, de réinstaller Linkage localement sur un serveur Alors, il y a possibilité, je ne sais plus où, mais plutôt dans la partie, en fait, là, dans cette partie-là, notamment sur des gros réseaux, de dire, il y a une option par là qui dit l'étendre localement. C'est-à-dire que vous utilisez votre carte graphique, ça vous permet d'aller faire des recherches de gens sans que ça repasse par le serveur de Linkage qui est à Descartes, si mes souvenirs sont bons. Et donc, ça, vous pouvez l'avoir en local, mais c'est juste pour le travail ponctuel. Après, si vous voulez laisser accès à vous pouvez toujours exporter vos résultats, ça, il n'y a pas de problème. Sinon, éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est avoir une adresse mail partagée, pour si vous voulez travailler à deux sur un même projet. Ce qui se passe, mais je vais y revenir après, dans le cas pratique, puisque j'ai eu le problème, comme je te le disais hier, Benoît, c'est que les bases de données, quand on utilise des vraies bases de données, c'est pas que les autres soient des fausses, mais disons, quand on utilise des bases de données dynamiques, typiquement, je fais une requête sur Twitter en live, ou je fais une requête sous HAL ou sur Archive en live, bah, je fais la même requête 2 semaines plus tard, potentiellement, j'ai pas du tout les mêmes résultats. Et donc, si on a tout préparé avec... Enfin, moi, en l'occurrence, j'avais préparé toute une présentation avec ma requête HAL que je vais vous présenter. Entre-temps, il y avait eu plein de gens qui avaient probablement mis leur papier sous HAL. Ça n'a pas du tout donné les mêmes résultats. Et moi, je me suis retrouvée un peu embêtée avec mes résultats qui avaient tout changé. Donc, le truc, c'est que si vous êtes sur un truc dynamique,
la base de données peut changer et du coup, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Si vous étudiez les mails de Trump, par exemple, les tweets de Trump, à 3 jours d'écart, vous n'avez pas du tout les mêmes résultats. Et ça, enfin, je veux dire, c'est parce que Trump écrit beaucoup, etc. Bon, sous HAL, quand j'avais fait ma première étude, pendant une semaine, j'avais les mêmes résultats à chaque fois. Donc, je ne m'étais pas rendu compte que 3 mois après, ça allait changer. Mais pendant une semaine, en juillet, j'avais fait ma première étude, c'était tout tranquille. Donc, ça dépend aussi à quel point la base de données est dynamique. Mais le jour où tout le monde, pour une raison, enfin, il suffit qu'il y ait un ou deux labos qui aient rajouté 50 papiers sur mon sujet pour que ça puisse me changer mes groupes, quoi. Alors, cas pratique. Ça, j'ai répondu aux questions, non? Pas au moins la tienne? Oui, oui, tout à fait. Oui. C'est vraiment plus une question de curiosité qu'un besoin immédiat. Tout à fait. Voilà, c'est un problème qui peut se poser. Cas pratique, on m'avait demandé à quel courant de la sociologie de l'éducation j'appartenais. Alors, j'ai restreint aux sociologies courant francophone en me demandant, je ne sais pas trop répondre parce que ça veut dire qu'il faut définir des courants, savoir dans lequel je me positionne, sur quelle base, avec quel sociologue, et je me suis dit, tiens, bon, je vais tenter de regarder sous Linkage, enfin avec Linkage, où je suis. Et donc, j'ai fait une étude sous HAL, donc la plateforme d'articles scientifiques, en utilisant les co-auteurs pour identifier les réseaux. Et j'ai fait ma requête en juillet 2017, donc il y a un peu plus d'1 an, sur les mots-clés sociologie, éducation, en restreignant au langage français. Donc concrètement, la requête, elle s'écrit comme ça. Langage. Alors c'est vrai que sur la partie requêtage, il peut y avoir quelque chose qui est de l'ordre de la programmation légère, je vais dire, et que, en particulier sous HAL, c'est moins vrai sous Twitter où il y a l'API qui est plus stable, mais sous HAL, on n'a pas encore très bien compris, en tout cas moi, j'ai pas très bien compris, sur quels critères il décidait qu'un papier était avant un autre, par exemple, quand on fait une requête sous HAL. Parce qu'après, ça utilise le système de requêtage de HAL. Donc, le linkage est plugué sur HAL, l'API Twitter, Archive, PubMed, etc. Donc, à l'époque, j'avais récupéré sous... Donc, moi, là, j'étais allée sous HAL. J'avais mis la limite à 50. J'avais dit que je voulais que les plus grands. J'avais appuyé sur Search HAL. Et j'avais récupéré 2000 papiers de 731 chercheurs. Alors, il a manqué quelques sociologues de l'éducation que moi, je juge assez importants. Alors, il peut y avoir plusieurs options. Hein. Ça peut être les chercheurs qui ne mettent pas leurs papiers sous HAL. Soit parce que donc on ne pouvait pas importer plus de 2000 papiers, bon, sachant que c'est passé à 10 000 depuis. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles ces chercheurs-là n'apparaissent pas. Mais néanmoins, c'était intéressant. Donc, j'ai eu 3 topics et 3 clusters. Donc, les mots les plus courants de mon premier topic, c'était étudiant, insertion, diplômé, université. Et du coup, comme label choisi, moi, j'ai choisi d'appeler ça université. Le deuxième, c'était CIF, donc congé individuel de formation, salarié, région, stratégie, financement, formation. Et pour moi, tout ça, ça renvoie à la formation continue. Et le troisième, c'était inégalité, gouvernance, politique éducative. Et je l'ai appelé politique éducative. Donc, moi, j'ai des mots qui apparaissent et le label choisi, c'est le travail du sociologue, donc je vous disais, comme pour les analyses factorielles, où on décide de donner un nom à un axe à partir de ce qu'on en comprend. Au niveau des clusters, hein, il y avait un groupe avec 167 chercheurs que je ne connaissais pas pour la majorité d'entre eux. J'ai été regarder un peu les papiers, les CV, et puis je me suis dit, bon, bah, c'est plutôt des sociologues de l'emploi et de la formation. Il y avait 346 chercheurs, dont moi, qui regroupaient Marie Durubella, Catherine Blaya, Elisabeth Bautier, enfin, des chercheurs, de mon point de vue, très connus et qui travaillent, je les ai appelés sociologues généralistes de l'éducation. Et puis 218 chercheurs, dont des gens comme Agnès Van Zanten ou Yael Brinbaum, qui me paraissaient plus spécifiques des inégalités ou des problèmes d'évaluation spécifiquement. Et donc j'avais appelé ça
inégalité scolaire, gouvernance, je sais plus, j'ai un peu changé de nom plusieurs fois. Alors avec des choses un petit peu surprenantes, parce que par exemple, je sais qu'Yaline Greenbaum a quand même écrit pas mal avec Marie Durubella. Donc c'est pas, on voit bien que les choses sont pas du tout évidentes. Et puis il y a quelques chercheurs qui me paraissent être mal classés. Par exemple, Pierre Merle, que je connais bien, il est dans ce groupe-là, alors que, en tout cas par rapport au label que j'ai choisi, il n'a rien à y faire. Alors, est-ce que c'est un effet de chaînage? Probablement. Mais on peut se retrouver, ou c'est un effet de publication, donc on peut se retrouver avec des personnes qui sont localement mal placées. Donc ça, c'est comme toujours dans les stats, on a notre lot de petites erreurs. Néanmoins, ça nous donne des choses assez intéressantes. On voit que le gros des sociologues sont ce que j'ai appelé sociologues généralistes de l'éducation, qui parlent essentiellement entre eux d'université et un petit peu de politique éducative. On a ce pôle sociologue des inégalités qui vont parler politique éducative à l'intérieur. Et puis, quand ils travaillent ensemble, ce que j'ai appelé les généralistes et les inégalités, ils vont travailler ensemble essentiellement sur les politiques éducatives. On va voir que ce que j'ai appelé sociologues de l'emploi et de la formation parlent entre eux de formation continue. Quand ils parlent avec les généralistes, c'est essentiellement université, et puis ça peut être, et puis quand ils parlent avec les sociologues des inégalités, c'est moitié formation continue et pas mal université. Alors, j'ai tenté d'autres classifications possibles. Quand on fait 2 clusters et 2 groupes, je trouvais que c'était intéressant. On va se retrouver avec un cluster et un groupe de sociologues que j'ai appelé sociologie de l'éducation populaire, un peu dans la lignée INGEP, versus sociologue de l'éducation nationale. Et là, à titre personnel, je me retrouvais du côté éducation nationale. Et quand on arrive à 4 groupes, on voit apparaître un groupe de sociologues quantitatifs de l'éducation dans lesquels je suis. Donc j'étais contente parce que c'était la réponse que j'avais donnée. Et ce qu'on voit aussi, c'est comme toujours sur toutes ces histoires de groupement, qu'il n'y a pas une vérité de champs lexicaux qui existent, puisque par exemple là les 2 champs lexicaux s'imbriquent pas du tout avec les 4 qui sont là. Les champs lexicaux éducation populaire et éducation nationale n'ont juste rien à voir avec ce découpage en 4 groupes là. Néanmoins, c'est ce qu'apparaissent ou ce qu'apparaissait à ce moment-là. Au final, pour moi, c'est un outil qui est très riche, que je trouve très facile d'accès, y compris pour des non-mathématiciens. Alors, avec quelques limites en termes d'accès, c'est l'histoire de cette base de données dynamique, je vous le dis, parce que moi, je me suis vraiment retrouvée bien bête à ne pas y avoir pensé. Enfin, ça paraît évident quand on le dit, mais votre base de données, au moment où vous faites la requête, bah, c'est pas forcément la base de données de votre requête d'une semaine ou un mois après. Donc, pensez-y, gardez-la. Tous vos travaux sont stockés, sauf si vous les effacez. Il peut y avoir une complexité dans le requêtage qui n'est pas ultra complexe, mais quand même, bon, bah, par exemple, pensez à marquer, il y a un moment où je me suis dit, je veux me restreindre aux français, aux francophones, bon, bah, pensez à écrire language-s.fr, c'était pas complètement trivial pour moi. Et voilà, et après c'est tout l'intérêt qu'on garde en tant qu'analyste, enfin c'est la place qu'on peut faire de l'analyse. Donc ça permet de faire émerger plusieurs grilles d'analyse, aucune n'étant vraie ou fausse, mais en combinant à la fois cet aspect qui travaille avec qui et qui dit quoi. Ben, je vous remercie, là j'ai fini et je suis à votre écoute s'il y a des questions. Bien, ben merci beaucoup. Alors donc du coup, pour les participants, ben, vous pouvez prendre la parole, vu qu'on n'est pas nombreux, soit avec prendre la parole avec le micro, ou éventuellement intervenir par le chat si vous êtes trop timide pour parler. Du coup, ben, moi j'ai une question vraiment d'économie générale. Alors j'ai pas utilisé LinkedIn. Si j'ai le temps, je vais essayer parce que je crois que j'ai des données qui peuvent tout à fait s'y prêter. Et puis ça permettrait de voir les communautés qui ressortent par rapport à d'autres algorithmes que j'ai pu utiliser sur
sur R ou dans d'autres logiciels. L'interface, elle est essentiellement, presse-bouton entre guillemets. Tu parlais de requêtage. Là, c'est juste pour faire des requêtages sur des API. Et si je rentre mes données en format CSV, ouais. Après c'est ça, il suffit on clique, enfin on paramètre graphiquement. En fait, c'est ici, c'est-à-dire que si tu mets par exemple Twitter Search, là tu peux marquer directement. Attends, je crois que je peux moins zoomer aussi. Vous voyez plus gros là? Alors non, par contre, c'est aux participants de zoomer. Et alors, tu fais attention parce qu'on voit pas ta souris non plus, donc pardon. Ouais. Donc ça sert à rien la souris. Non. J'ai une manière de vous montrer quelque chose. Il me semble que tu as, je sais plus où est-ce que c'est, tu as un espèce de marqueur qui peut peut-être sinon tu parles en termes de cadran. Je pense magnifique. Là, par exemple, je suis sur Twitter Search. Là, je peux rentrer directement @POTUS ou on avait fait en test le hashtag #MeToo. Enfin, on peut analyser ce qu'on veut ici. Quand je suis dans Paper Co-Authorship, ce qu'on voit dans mon exemple, voilà, quand je suis dans Paper Co-Authorship, au début, j'avais juste mis sociologie et éducation. Vous le voyez mon question ou pas? Ou j'ai besoin d'écrire? Au début, j'avais juste mis sociologie et éducation. Mais si je voulais restreindre à langue française, il fallait que je rajoute language_s de .fr. Et ça, très honnêtement, si on ne me l'avait pas dit, je ne l'aurais pas deviné. Donc, mais en fait, ça, c'est si vous savez faire du requêtage sous HAL, c'est le langage de HAL. Mais si vous choisissez Archive, ce sera une autre structure éventuellement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la notion de mots-clés, ça va marcher directement, comme si vous mettiez des mots-clés dans un requêtage HAL. Mais si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus pointu que juste les mots-clés, vous pouvez aussi aller directement sous HAL, faire votre requêtage et après l'importer sous le bon format à travers Your Own Network en format CSV. Diane, j'ai une question. Du coup, quand tu fais le requêtage comme ça, admettons sur HAL, il prend les mots-clés que les gens ont intégrés forcément en français, c'est ça? Parce que si tu mets des mots en anglais ou en allemand, je sais pas quoi, c'est-à-dire que si tu précises pas, tu as toutes les langues. Là, en fait, pour comprendre, il faut aller la traduction. Pardon? Il fait la traduction du coup? Non. Non, mais par exemple, si tu as un mot qui existe dans deux langues, même s'il veut dire deux choses complètement différentes, tu vas avoir le mot, là j'ai pas de mots qui viennent en tête, mais enfin il y a des mots, il y a des mots qui existent, je crois par exemple le mot tak, ça veut dire merci en polonais et oui en danois, ou des trucs comme ça, ou l'inverse. Ouais. Tu peux avoir des mots dans deux langues différentes qui n'ont rien à voir et qui veulent dire des choses complètement différentes et qui existent. Mais si tu précises rien, bon, HAL c'est quand même très franco-français, donc tu as éventuellement des papiers en anglais, mais tu as essentiellement des papiers en français. Mais si tu vas sur Archive ou sur PubMed, si tu précises pas la langue, tu vas avoir des champs lexicaux tout mélangés. Mais pareil sur Twitter, c'est pas forcément très grave en soi. Et après, il faut respecter en fait, si tu veux, c'est juste plugger directement sur le requêteur du logiciel. Donc, les conseils que je peux vous donner sur HAL ne seront pas les mêmes que sur Archive, ne seront pas les mêmes que sur Twitter, puisque si jamais, par exemple, l'API Twitter change, ça changera le requêtage ici, puisqu'on est plugué directement. C'est clair ou pas du tout? J'ai compris. Ouais, merci. Ouais. Donc, voilà. Après, effectivement, on peut créer sa propre base de données CSV, donc avec émetteur, point virgule, le texte qui peut être très long, point virgule, le récepteur. Et puis ça, on peut faire ça autant de lignes qu'on veut, on importe son fichier et là, on est tranquille. Pour répondre à ta question, Benoît. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir faire des analyses sur d'autres fichiers assez...
disons, quand on n'est pas très bon en requêtage, justement, le fait que ce soit directement, ça puisse être directement plugué, c'est sympa, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question pas complètement naïve. Tu fais une requête sur HAL, tu vois le résultat de ta requête dans Linkage. Ouais, attends, est-ce que j'ai un moyen? Tu vois, en fait, tu vois ce que je montrais. Tu vois ça, en fait. Au départ, tu commences par voir ça. Donc, au départ, tu commences par voir ce truc-là. Après, quand tu cliques sur View, donc soit tu peux download et tu récupères tous les graphiques et tout en fixe, en statique. Tu peux l'effacer. Vous voyez mon crayon ou pas à l'écran? Alors, non. Non, alors il faut que j'écrive. Donc, soit là, tu download et là, tu récupères tous les fichiers, un peu comme dans Gephi ou dans, je sais pas, enfin, tu vois, tu récupères tous les graphiques, tous les fichiers que tu peux avoir récupérés, quoi, en statique. Soit, mais tu peux plus vraiment jouer avec, soit tu peux l'effacer, donc là, c'est la petite poubelle, soit on clique sur View, et quand on clique sur View, on arrive sur ces trucs-là, donc on arrive sur une fenêtre comme ça, où on peut cliquer, avoir les clusters, les topics, cliquer sur Advanced, avoir les graphiques. Si on clique ici sur Expand, aller voir le graphique tel qu'il va être ici. Donc là, on va voir le clustering, on va pouvoir faire une recherche ici. On va pouvoir, dans Advanced, avoir les éléments statistiques dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ceux-là. Là, ça, c'est dans Advanced. Je ne sais pas si vous voyez, là, dans Advanced, on va avoir les scores qui sont ici. On va avoir le nombre de clusters et le nombre de topics optimal. On va pouvoir changer ici le nombre de clusters et en tester tout le monde parce qu'en fait, il aura testé tout ce qu'on a demandé. C'est-à-dire, si on dit qu'on veut tester de 1 à 10, bah, forcément, ça va être plus long. Ça va être 10 minutes au lieu de 2 minutes. Mais par contre, après, on l'a en fixe sur son ordi et on peut le, enfin, sur son ordi, en tout cas sur sa session, et on peut jouer avec. Et on a cette possibilité, du coup, ici, en cliquant sur le petit crayon qui est là, que je suis en train d'entourer, magiquement, là, de rebaptiser le nom du cluster, qui fait qu'après, quand on a notre graphique, il apparaît tout beau, tout bien comme ça. Comme je viens de faire là, où là, il y a le nom que j'ai donné pour le cluster, le nom que j'ai donné pour les topics, etc. Ouais, en fait, ma question, c'était plus vraiment sur les données, sur le résultat de la requête sur HAL, par exemple. Tu t'attendais pas forcément à voir tout ce qui tournait autour des les travaux sur la sociologie du lien formation-emploi. Ouais. Finalement, tu décides de les exclure. Est-ce que tu as la possibilité de les exclure depuis les résultats ou faut que tu refasses une requête? Faut que je refasse une requête. D'accord. Je repasse une requête, comme sur Google, je crois qu'il faut mettre un moins devant, genre moins CIF, moins formation, c'est comme ça. Après, je peux aussi aller faire ma requête sous HAL directement, et puis après travailler ma base de données sous HAL avant de la re-rentrer sous Linkage. D'accord. C'est une autre possibilité, j'en avais parlé avec Pierre et ça peut être une bonne option. Le truc, c'est quand de toute façon, on ne sait pas trop... j'en avais vraiment parlé avec des étudiants en histoire médiévale. C'est vrai que le coup de pouvoir faire son propre réseau, c'est pratique. Sur Twitter, ça marche quand même super bien de le faire directement. Sous HAL, moi, c'est vrai que j'ai dû retravailler la requête pas mal de fois. Et que je me suis posé la question de est-ce que je ferais pas mieux de requêter sous HAL. Mais après, la requête sous HAL, tu l'exportes pas si facilement. L'intérêt de Linkage, c'est que ça te facilite vraiment ce process de je récupère une base de données dans un bon format où tout marche bien. Et finalement, j'ai trouvé que c'était plus facile de trouver quelqu'un qui savait comment faire à peu près. Et puis, à la limite, je veux dire, s'il y a un topic qui ne t'intéresse pas,
tu peux aussi, enfin, tu vois, comme quand tu as un acte qui t'intéresse pas dans les ACP, tu peux aussi ne pas le présenter. Je veux dire, tu peux dire, j'ai un topic, entre guillemets, poubelle, qui m'intéresse pas. Enfin, qui correspond pas à ce qui m'intéresse, et moi, parmi ce qui m'intéresse, finalement, j'ai d'autres. Enfin, tu vois, comme quand tu as une CAH et que tu as ta classif et tu as un individu qui te crée un groupe à lui tout seul parce qu'il est super atypique, tu refais pas ta CAH pour ça, soit effectivement tu le vires, et si pour une raison ou pour une autre tu peux pas le virer, tu le vires dans la présentation, mais pas dans le... Enfin, tu peux avoir fait une analyse avec, quoi, finalement. Alors, je reprends le chat. Alors, du coup, il n'y a aucune question. Enfin, je vois pas de questions dans le chat, donc je pense que... Ni sur Q&A, ni dans les questions. Ouais. Alors, en fait, je vais te poser plein de questions. Tu n'auras peut-être pas forcément les réponses, mais c'est pas grave. Juste sur l'import des Mbox, enfin pour les mails. Je te pose la question parce qu'en fait, sur LAM, un logiciel qui avait été développé par notre collègue Frédéric Vergniaud au CSI, de temps en temps, en fait, avec l'évolution des formats de mail, on avait des difficultés pour importer les formats les plus récents. Là-dessus, est-ce que tu as eu des expériences ou des retours d'expérience? Alors, au moment où on l'a testé, ça marchait bien, et les questions qu'on avait, qui revenaient tout le temps, c'était plutôt où c'est stocké, est-ce que quelqu'un va voir mes mails, etc. Donc, la question qui nous est posée. Ah, alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, mais j'arrive pas à bien. comprendre. J'ai une réunion qui va pas tarder. Emmanuel Fulbert, moi j'ai pas la main pour le fermer. Je le trouve pas. Mais non, je pense qu'Emmanuel Fulbert n'a pas de micro. Alors. Ah si, c'est lui, je suis sûre. D'accord, voilà. Ah voilà, c'est bon, c'est coupé. J'ai coupé. Ok, merci. Voilà. Bon. Donc, du coup, je sais plus ce que je disais. On était sur les mails, oui, quand on a testé, ça marchait super bien, puis c'était assez spectaculaire parce que c'est vraiment, ce qui est vraiment très très impressionnant sur l'analyse de mails, c'est qu'on va vraiment réussir à reconstituer des groupes, c'est-à-dire que sans savoir qui c'est d'avance, on va réussir à repérer, je sais pas, genre si tu es dans un groupe, si tu es passionné de culture ou de cinéma, on va le voir. Ils vont se retrouver ensemble, et même si moi je ne sais pas pourquoi ces gens-là dont je connais absolument rien sont ensemble, je vais retrouver rapidement qu'ils parlent de cinéma ou je sais pas quoi, et je peux te dire, bah machin, c'est que des potes avec qui tu parles de cinéma. Et ça va être hyper, ça va être très très clair. Donc ça c'est assez amusant. Mais par contre, on n'a pas eu de problème de format, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. De la même manière, par exemple, on n'avait eu aucun problème avec Twitter, mais je sais que Twitter a changé récemment ou est en train de changer, et donc ça se trouve, on va se retrouver en avoir. Là-dessus, moi, j'ai pas la main. Enfin, d'accord, ok. Alors, juste sur l'exemple dont tu parles, là, les mails venaient d'où? Enfin, c'était... en l'occurrence, Pierre a testé sur ses mails, c'était assez marrant. Alors les gens n'osent pas trop parce qu'ils ont peur que ce soit public. Ouais, en fait, il est passé quoi? Il a sauvegardé une boîte mail dans un format, alors je sais plus ce que c'est différents formats où il a connecté son, non, c'est ça, il a importé un fichier de mail dans Linkage. Directement, ouais. Comme d'accord. Il a donné son mail, il a donné les droits pour aller analyser ses mails. Ah, alors d'accord, ok, c'est autre chose. Ouais, on n'apporte pas un fichier qui contient un ensemble de mails, un sous-dossier dans une boîte. Tu peux faire ça aussi, en fait. Tu peux faire ça aussi. En Mbox, normalement, ça marche. Ouais. Et tu peux requêter directement sur ton Gmail, par exemple. D'accord. Normalement, les deux marchent. Quand on a testé, ça marchait. Après, hier, quand on a testé, WebEx marchait très bien. Et on n'avait pas de problème de son et on n'avait pas de problème de mot de passe. Non, c'est un peu pareil, quoi. Pourquoi hier, quand j'ai uploadé mon truc, il était en noir et blanc de travers, on ne saura jamais. Oui. C'est pour avoir des précisions sur l'import des mails, parce que je sais que ça intéresse certains dans le... Bah, je sais que nous, on n'a jamais eu de problème, ce qui ne veut absolument pas dire que vous n'en aurez pas. Par contre, on est encore à un stade suffisamment tôt
même si Pierre vient de passer prof, Pierre Latouche, donc qui était mon collègue au SAM, vient de passer prof et a changé de labo, pour qu'il soit encore, comment dire, alors ouvert aux suggestions. Ils n'ont pas énormément d'argent pour faire évoluer le truc, mais néanmoins à l'écoute de ce qu'en fait la communauté scientifique et en gros, s'il y a plein de gens qui disent on a tel problème avec tel truc, ils peuvent dire ok, dès qu'on refait une version, c'est ce problème-là qu'on essaie de solutionner. Moi, je sais que j'ai fait plusieurs propositions, certaines dont ils ont tenu compte, d'autres non. Enfin, mais le fait que, enfin, comment dire, c'est des collègues qui sont à l'écoute et qui ont passé du temps et comment dire, dans la limite de leur temps, évidemment, avec des journées qui font que 24 heures comme les nôtres. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on est nombreux à l'utiliser, à faire remonter le même type de difficulté, il y a des chances pour que le jour où ils ont à nouveau une subvention ou un financement ou une entreprise intéressée, ce soit le premier truc qu'ils puissent implémenter, quoi. Donc pas hésiter à le signaler en tout cas. Et que ça se trouve, il y a des trucs qui peuvent être des petits trucs et qui peuvent réussir à régler facilement aussi. En tout cas, ils sont à l'écoute et ils s'en fichent pas du tout. Ok. Alors, il y a une question de Jérémy Gouillet sur les bornes temporelles. Je pense que qu'on peut limiter les requêtes dans le temps. Donc, je pense que tu as en partie répondu. Je crois que ça dépend des API ou des dépôts dans lesquels on tape. Mais alors, pour répondre à sa question, pourquoi je la vois pas? Elle est dans le Q&A. Ouais. Ok. Sur Twitter, par défaut, en fait, c'est 7 jours. Et on peut pas vraiment faire au-delà. Je crois que c'est la règle. Enfin, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais sur Twitter, c'est 7 jours. Et donc, c'est forcément dans les 7 derniers jours. Et si on veut faire sauter ça, je crois que c'est compliqué. Sur les Mbox, oui. Dans ces cas-là, on peut faire une requête. Par exemple, sur Google, c'est assez facile, sur Gmail, hein, c'est assez facile de dire je veux exporter mes mails de telle date à telle date. Et après, de le réimporter, comme on disait tout à l'heure. Sur HAL, ça doit être possible, mais je ne sais pas la ligne de commande, mais ça ne doit pas être compliqué. Enfin, je veux dire, je pense que c'est comme language machin, il faut le savoir, mais c'est pas compliqué. Et typiquement, le genre de choses qu'on peut demander aussi directement aux gens de HAL. C'est-à-dire que moi, je sais que les problèmes que j'ai eu de codage, on les a demandés aux gens qui ont développé la plateforme. Et eux, ils savent dire, pour requêter, pour avoir récupérer les papiers entre telle date et telle date, il faut mettre tel code. Je pense que c'est simple à faire, mais qu'il faut demander. Enfin, je veux dire, ça doit être comme le language là que j'avais mis. Je sais plus où c'était. Oui, là, le seul truc qui n'est pas encore souligné, là, j'avais mis le language, là, ici. Language SFR machin. Bon, ça se devine pas quand on le sait pas, mais une fois qu'on le sait, c'est quand même hyper facile. Je pense que sur l'histoire des bornes temporelles sous HAL, c'est exactement pareil. C'est un truc qui est hyper facile, mais qui se devine pas forcément en termes de format, et il faut leur demander. Après tout, c'est un truc qui est développé aussi, je crois, par le CNRS, ou en tout cas, c'est un truc francophone, il suffit de leur demander. Après, pour Archive ou PubMed, je sais pas, soit c'est marqué quelque part, mais il faut aller voir sur le site, en fait. Est-ce que j'ai répondu, Jérémy? Alors, attends, hop, j'ai l'impression que il est en train. Oui, tout à fait. Ok. Alors... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, non, on ne voit pas d'autres. Juste, en fait, dans l'introduction, là, tu parlais un peu des effets de bord, des problèmes de mots qui pouvaient renvoyer
à plusieurs champs lexicaux. Ton deuxième exemple, tu avais pris un premier exemple avec midi en disant que ça pourrait renvoyer soit à l'heure, la région ou un format informatique. Et éventuellement, tu disais, mais feu, ça peut renvoyer à la fois au feu de circulation ou au feu de bois. Ces effets de bord, est-ce qu'ils ils sont liés à la fois à la nature des données qu'on exploite, je pense. Enfin, plus les données sont structurées a priori, plus ça peut, les effets de bord peuvent être limités. Mais est-ce qu'il y a aussi pas une taille de corpus qui peut rentrer en jeu? Si, complètement. Mais ça va être aussi le fait de qui utilise, en fait. Par exemple, s'il n'y a qu'une personne qui utilise à la fois feu de bois et feu rouge et qu'il a tendance à utiliser tout le temps dans la même phrase, j'ai pas pu passer le feu rouge à cause du feu de bois, et il est traumatisé parce qu'il y avait un feu au feu rouge et que du coup il n'a pas pu le passer. Ouais. Et ben là, c'est sûr que et qu'on n'a aucun autre texte là-dessus, c'est sûr que là, ça va être dans le même champ lexical. Par contre, si ça vient de plusieurs personnes à des endroits différents, après, par exemple, pourquoi, par exemple, j'ai pas compris pourquoi Pierre Merle s'était retrouvé dans les sociologues de la formation continue. Alors pour moi, c'est vraiment, enfin, il a quand même beaucoup travaillé sur les inégalités, etc. Il a dû, alors là, mon hypothèse, c'est que comme il n'y a que 700 ou il y a que les 2000 premiers papiers, si ça se trouve, il avait publié récemment un ou deux papiers ou il avait été en co-auteur d'un ou deux papiers sur un sujet autour de l'université ou de la formation continue, et il s'est retrouvé rangé là-dedans parce que ces autres papiers n'étaient pas sur HAL. Enfin, je veux dire, on peut aussi avoir des effets comme ça. Disons, ça m'a un peu perturbé parce que c'est des travaux que je connais bien, et pour moi, c'est pas son champ principal d'action, quoi. Pareil, selon Marie Durubella et Yael Greenbaum, si je dis pas de bêtises, Yael était la doctorante de Marie. Elles sont tantôt ensemble, tantôt séparées. Elles ont quand même écrit un paquet de papiers ensemble. Donc pourquoi est-ce qu'elles se sont retrouvées séparées? Je ne sais pas complètement. Peut-être parce que HAL a pris par défaut les 700 derniers papiers. C'est là où je suis un tout petit peu embêtée, c'est qu'on dépend du requêtage à chaque fois du truc sur lequel on est plugué et qu'on ne sait pas comment il fonctionne. Ou en tout cas, il faut se renseigner sur comment il fonctionne. C'est-à-dire que si eux changent leur mode de fonctionnement, nous, ça va changer la requête qu'on a. Oui. Et effectivement, derrière, ça peut changer complètement les analyses qu'on fait. Après, globalement, ça marche bien. Enfin, en tout cas, moi, sur mes travaux sur le numérique chez les enseignants, j'ai des résultats vraiment super chouettes, quoi. Vraiment très, très fins, très éclairants. Moi, je travaille sur comment le numérique change la professionnalité des enseignants. Et je comprenais pas pourquoi j'avais des profs qui me disaient qu'ils n'utilisaient pas le numérique alors qu'ils l'utilisaient. C'est-à-dire quand j'allais en classe, je les voyais l'utiliser. Quand je faisais des entretiens, ils me disaient qu'ils ne l'utilisaient pas. Et je comprenais pas. Et en fait, quand j'ai fait une analyse des blogs enseignants, et là, c'est devenu hyper clair le fait qu'en fait, il y avait par exemple, tout ce qui est éducation à la citoyenneté, il y avait des champs lexicaux avec Snowden, Facebook, liberté, sécurité, etc. Et on voyait apparaître des préoccupations qui allaient être très typiques des profs d'histoire géo ou pour un truc qui s'appelle l'éducation morale et civique, et qui pour eux n'étaient manifestement pas de l'ordre du numérique, qui était de l'ordre de l'éducation morale et civique, mais qui effectivement allait inclure Facebook, allait inclure les réseaux sociaux, les notions de rumeur, de liberté, etc. Et évidemment, du coup, de fake news, de digital literacy. Enfin, on allait retrouver des mots autour de la démocratie mélangés avec Twitter. Et donc, pour eux, c'est pas un cours sur le numérique, c'est un cours sur l'expression démocratique ou Twitter. J'allais pas dire là par hasard, mais presque. Et je comprends mieux pourquoi ils n'ont pas l'impression d'utiliser le numérique, c'est-à-dire que eux, ils font un cours comme ils faisaient des cours de lecture de la presse, sauf que maintenant la presse c'est aussi Wikipédia et c'est aussi Twitter et c'est aussi YouTube, quoi, en quelque sorte. Et du coup, YouTube va se retrouver
considéré comme pas un outil numérique dans les champs lexicaux. Ça, pour moi, ça a été très éclairant dans mon étude. Ouais. Il y a encore une autre question de Jérémy Bouillet, mais que je vais la reprendre pour un peu la reformuler de manière plus générale sur les limites de taille. Parce que c'est vrai que du coup là, au final, tu peux bien nous préciser enfin, à la fois sur le nombre de locuteurs, quelle est la limite, s'il y en a une ou pas, et après en termes de volumétrie, sur la taille des mails. Enfin, d'ailleurs, tu parlais de lettres de médiévales. Est-ce que, enfin, où sont les limites qu'on rencontre en termes d'import de fichiers? Ouais, alors je les ai les questions, mais par contre, j'arrive pas. Par exemple, là, je voulais lui demander c'est quoi un concordancier, et j'arrive pas à faire send. Alors, Concordor, ça, j'ai pas vu. Il demande autre question. Quand on a accès aux mots, est-ce qu'on peut avoir accès à un concordancier qui remet les mots en situation dans leurs extraits? C'est-à-dire en fait de savoir quel le mot, dans quelle phrase de quelle phrase il a été extrait. Mais Ah, j'ai réussi à faire send. Non, alors. Sur l'import Gmail, est-ce qu'il y a des limites en termes de taille? Je crois que non, mais que... Enfin, forcément, oui, je suis en train de dire... Mais, enfin, en gros, si c'est très lourd, ça va être long. Voilà. Mais je crois pas qu'il y ait des limites. J'ai pas souvenir de limites mais en fait, la limite, elle va venir en haut sens, c'est-à-dire que par exemple, quand vous allez exporter votre Gmail, il va vous dire, Gmail va vous dire, voulez-vous qu'on exporte plus ou moins de, je sais pas quoi, 5 MB, et il va vous dire que ça va prendre 2 jours si vous voulez plus de 5 MB ou un truc comme ça. Enfin, vous allez avoir côté Gmail une taille limite déjà imposée et qui du coup fonctionne de mémoire avec ça. Si je dis une bêtise, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer tout à l'heure un mail à Pierre et il me confirmera ça. Mais de mémoire, la limite de taille, elle était côté export Gmail. Et ce qu'il faisait, c'était de garder juste le titre et éventuellement les 3 premiers mots qui vont suffire à faire déjà pas mal de choses. Il y a des limites de taille sur les corpus en général, comme je le disais, par exemple sous HAL ou sous Archive ou PubMed, on ne peut pas récupérer plus de 10 000 papiers. Donc oui, il y a des limites de taille. Et le concordancier, je suis pas sûre d'avoir compris ce que c'était, mais a priori la réponse est non. Ce qu'on peut faire, enfin moi ce que je fais dans les 2 études que j'ai faites en utilisant ça, c'est une fois que je vois le topic, si c'est pas les mots du topic, si c'est pas limpide pour moi de où ça sort, c'est d'aller après refaire une recherche dans le topic de départ pour ma base de départ pour voir les choses. Enfin, pour voir d'où ça vient. Par exemple, quand j'avais, je sais plus, j'avais un topic avec écran inquiétant, machin, etc. Et je voulais comprendre les phrases. Est-ce que c'était c'est pas inquiétant ou c'est inquiétant? Donc j'ai tapé les mots dans ma base de données originelle, donc en l'occurrence sur l'ensemble des blogs, et puis j'ai récupéré d'où ça venait, et après je suis allée lire des bouts de phrases. Voilà. Mais on n'a pas, enfin, si on veut aller voir les mots en situation, il faut revenir à, par exemple, vous pouvez refaire, imaginons que vous avez extrait de vos mails, hein, bah vous tapez dans votre barre de recherche Gmail les mots en question et vous allez récupérer ce qui s'est passé, quoi. Vous allez récupérer le mail où vous avez écrit, ou les mails, ou quelques mails où vous allez avoir écrit écran et inquiétant dans le même mail. J'ai répondu? Alors apparemment pour Jérémy, ça a l'air d'être OK. Du coup, Viviane, j'ai 2 questions. Ouais. Alors, la première, elle est un peu bête, mais est-ce que tu as une petite bibliographie d'applications que tu pourrais nous mettre à disposition, où tout est déjà sur Linkage, il y a déjà des choses, alors, même tes papiers à toi? Sur Linkage, il y a la bibliographie
plus plein d'exemples en anglais et moi j'en ai rajouté en français. Super. Et sur le blog Quanti, j'ai mes trois tutoriels, même s'ils sont un peu périmés, mais avec les transparents que je vous ai mis là, vous avez les petites corrections. Et puis la seule histoire où je ne sais pas s'il y a la réponse, il faudra aller voir sur Linkage, c'est l'histoire de la limite de taille de Mbox. Il y en a sûrement une, mais je ne l'ai pas rencontrée dans mon souvenir. Elle était côté Gmail avant d'être côté Linkage. Mais sûrement qu'il y en a une côté Linkage parce qu'il y a un moment où de toute façon on ne peut pas tout traiter. Mais tu as une bibliographie sur Linkage lui-même, sur la page d'accueil en fait. Je ne sais pas si vous pouvez aller regarder sur linkage.fr ou si moi je peux partager un écran. Ouais, voir. On n'a pas testé ça, vous voulez que j'essaye? Ou pas trop, Benoît? On t'entend pas, Benoît, t'as dû. Tu peux partager l'écran, normalement ça marche. C'est pour laisser parler Damien. Benoît, est-ce que tu veux que j'essaye qu'on aille sur Linkage en live? Ah, ben écoute, oui, on peut, hein. Vas-y, parce que il reste du temps. Dans ces cas-là, il faut que tu ouvres d'abord ton navigateur. Ouais. Et une fois que ton navigateur est ouvert, voilà. Donc là, par contre, là, du coup, je vois plus les Q&A, machin. Non, mais c'est pas grave. Là, en fait, vous voyez, vous avez des blog posts. Voilà. Vous avez les personnes derrière avec les mails et l'accès à Charles et à Pierre et Damien Marié qui a passé pas mal de temps dessus. L'article qu'ils ont écrit qui a servi de base à ce travail. Les éléments là-dessus. Donc vous avez tout un tas d'éléments sur comment faire, essentiellement en anglais, sauf moi qu'en ai fait en français. Donc vous pouvez avoir des exemples, etc. Et vous pouvez proposer encore, hein, si vous voulez proposer des posts de blog, si vous faites des essais, que vous voulez qu'on les partage, vous les envoyez à Pierre ou à Damien, ou même à moi, je ferai suivre, il n'y a pas de souci, quoi. Et du coup, là, après, bah, vous pouvez vous connecter. Et là, bah, vous pouvez vous loguer. Évidemment, je ne me souviens plus de mon mot de passe et de tout ça, donc bref. Mais en tout cas, vous avez, avant même de vous loguer ou quoi que ce soit, vous avez vous avez accès non seulement à une biblio, enfin en tout cas à l'article de Pierre et Charles sur la question, mais aussi, là vous le voyez du coup l'article, bon il est en anglais, il est un peu technique, mais il est pas mal fichu. Mais après vous avez plein d'exemples. L'exemple du scandale Enron, il est assez chouette. Donc, il vous explique comment ils l'ont fait et on voit apparaître les groupes d'Enron, ceux qui étaient au courant, pas au courant, donc les mots, de quoi ils ont parlé, donc ceux qui parlaient de voilà, California Electricity Crisis, ceux qui parlaient de gas rivalries, ceux qui parlaient de Enron activities in Afghanistan, usual logistic issues. Donc on voit en fait si les gens parlaient de quel type de sujet, et là on va voir quel service parlait de quoi, à quel moment, qui était au courant, qui n'était pas au courant, qui en parlait entre eux, etc. Là on voit tout, quoi. C'est assez spectaculaire puisque les emails ont été rendus publics. On voit à chaque fois quel groupe parle de quoi et qui fait quoi, et voilà, donc ça vous l'avez sur dans leur truc qu'ils appellent blog post, ici en bas, sans inscription, sans rien. Et puis vous avez une introduction vidéo, mais eux ils ont tout fait en anglais.
Donc je vais pas vous la mettre, mais ils ont tout fait en anglais. Cela étant, ils sont très clairs. Mais du coup, moi j'ai fait des trucs en français en me disant que c'était super bien leur truc, mais qu'ils ont fait un truc de matheux et qu'il fallait que les sociologues puissent s'en emparer. Enfin, les sciences humaines en tout cas. Moi, j'ai ma deuxième question, si je peux. C'est toujours un peu dans la limite les limites de taille et tout, et pour être sûr d'avoir bien compris, je vais prendre un petit exemple. Donc sur Twitter, dans la situation actuelle où on peut avoir 10 000, une taille de 10 000 tweets, quoi, admettons, si j'ai bien compris. Si par défaut, il prend les 7 derniers jours, mais que dans notre requête, les 7 derniers jours comprennent, admettons, 100 000 tweets, il va prendre nécessairement les 10 000 plus récents, donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas sur les 7 derniers jours, mais sur les 2, enfin je dis au pif, ou est-ce qu'on peut lui demander de prendre aléatoirement 10 000 dans les 7 derniers jours? Alors, je crois que sur Twitter, on n'a pas le même problème que sur... il y a moins d'informations sur Twitter que sur HAL. Et donc, je pense qu'il prend plus de choses que ça. Alors, oui, du coup, en fait, pardon, excuse-moi, je rebondis là. Par exemple, sur HAL, la limite définie, c'est quoi? C'est HAL qui renvoie pas plus de 10 000 résultats ou c'est... Il prend pas plus de 10 000 papiers. C'est HAL qui ne renvoie pas plus de 10 000 papiers à une requête? Non, c'est en tâtonnant. Au départ, ils avaient limité à 500. En tâtonnant, ils se sont dit au-delà de 10 000 papiers, on y passe plus d'un quart d'heure et c'est pas... ça correspond plus. C'est quand même l'air de rien, un logiciel qui est ultra performant et qui analyse à une vitesse folle des données hyper massives. Je veux dire, 10 000 papiers HAL avec complète analyse textuelle et analyse de réseau, c'est quand même un truc... faut essayer de se rendre compte de ce que ça veut dire en termes de nombre de mots. Moi, j'ai regardé sur ce que j'avais fait pour mon autre étude de post de blog. Donc, j'ai juste analysé 50 blogs. Et c'est l'équivalent en termes de nombre de mots de quand je transcris 5000 heures d'entretien. Juste, on est d'accord que c'est pas l'équivalent de 5000 heures d'entretien, mais c'est juste se donner une notion de qu'est-ce qu'on a comme volumétrie. Et donc 10 000 papiers HAL en termes de nombre de mots, un papier HAL en moyenne ça fait 12-13 pages. Enfin, ça dépend des papiers scientifiques, ils sont un peu plus courts, les papiers, enfin, en maths c'est un peu plus court, en médecine c'est un peu plus court, en sociaux c'est un peu plus long, en sciences de l'éduc c'est à moitié. Enfin, donc ça va dépendre un peu de la discipline, mais en gros c'est entre minimum 8 pages et max 50 ou 30, enfin, ça va dépendre des normes. Mais donc, eux, ils ont limité à 10 000 pour éviter qu'on y passe la nuit à attendre que le truc se passe, quoi. L'idée, c'est que ça ne doit pas dépasser, vous ne devez pas attendre plus d'un quart d'heure et puis même après, sinon, eux, ils craqueraient parce que ça veut dire que leur ordinateur, le serveur qui gère ça à distance, il serait saturé, quoi. Donc, l'idée, c'est qu'ils ont mis une taille limite qui rend admissible la longueur le temps de traitement, sachant qu'on ne veut pas y passer la nuit, quoi. Après, j'imagine que s'il y a besoin de débloquer ça, c'est gérable, mais à mon avis, c'est gérable, c'est typiquement le genre de truc qu'ils vont essayer de vendre, enfin j'en sais rien, il faut leur demander, mais j'imagine que c'est le genre de choses qu'ils vont essayer de vendre aux entreprises, ou il y a aussi un moment où ça a coûté pas mal d'argent et où... Voilà, quoi. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Viviane, ou pas. Oui, merci beaucoup. Donc, enfin, après, je sais pas précisément. Je pense que ça prend les tweets des 7 derniers jours. Enfin, je sais que, en tout cas, je sais que pour avoir vu plusieurs fois Pierre faire des démonstrations avec AdPotus, c'est toujours très rigolo. Et on a toujours des surprises, on a toujours le tweet du jour de Trump qui apparaît avec une reconfiguration spécifique autour de son tweet du jour, quoi. Mais c'est vrai que les tweets de la semaine d'avant apparaissent pas forcément parce qu'il y a une prédominance des tweets du jour, en général. Donc les plus récents, vraisemblablement, il prend les plus récents. C'est ça que je me demandais, s'il prenait les plus récents ou s'il prenait un panachage dans les 7 derniers jours, mais soit aléatoire, soit différent. Je pense que ça prend les plus récents, mais rebelote, c'est plugué sur l'API Twitter.
Et d'une manière générale, pour garder, enfin, je sais plus comment ça se passe sur Twitter quand on fait du scrapping, mais en gros, ils ont toujours le même process, quoi. Et c'est ce process-là qui est spécifique à chaque interface. Et eux, ils ont juste plugué sur l'interface de HAL, c'est-à-dire qu'ils font la même recherche que si on faisait la recherche sous HAL, sauf qu'on peut la faire directement sous Linkage, avec l'export importé et traité directement. Mais tu peux aller faire ton export sous Twitter, tu peux aller faire ton export sous HAL, tu peux aller faire ton export sous Archive, tu peux aller faire ton export à chaque fois sous ta base de données et l'importer ensuite. Linkage te simplifie tout ça en te permettant de le faire tout directement. Mais si tu ne sais pas comment ça se passe déjà sous Linkage ou déjà sous Twitter ou déjà sous HAL, et par exemple sous HAL, même quand je suis dessus, je ne sais pas exactement sur quels critères ils décident de me renvoyer les 200 premiers. Pourquoi il y en a un qui est premier et l'autre qui est 200e, j'en ai aucune idée. Et ben je le sais pas plus sous Linkage. Mais parce que je le sais pas sous HAL, tu vois ce que je veux dire? Oui, ouais, ça je comprends bien. Et donc après, pour Twitter, je sais qu'ils ont changé il n'y a pas super longtemps, mais du coup, je ne connais pas par cœur comment ils ont changé. Mais je peux demander à... Et en gros, tu peux aller sous une API Twitter, essayer de faire à peu près ce que tu veux. Enfin, ce qu'on disait tout à l'heure avec Benoît, quoi. Tu peux récupérer ton API, ton truc, traiter ta base de données ou toi sélectionner un truc aléatoire et le remettre après comme fichier CSV dans Linkage. Ça peut être une solution. Mais un des trucs qui est facilitateur, même si on comprend un peu moins ce qu'on fait, c'est justement qu'on n'a pas ce travail-là à faire parce que il est fait tout seul, quoi. Alors on perd un peu d'infos et on gagne en... Enfin, disons que quand on n'arrive pas déjà à faire la requête qu'on veut sous les API de Twitter, bah au moins on la fait pas plus ou point moins, mais on arrive à l'utiliser et en général on arrive à la comprendre. Je suis consciente que c'est pas optimal, hein, mais je sais que le problème c'est vraiment coder sous HAL et que la seule réponse et on y a passé du temps avec Damien Marié et à chaque fois c'était faudrait qu'on téléphone à HAL pour savoir, faut qu'on leur demande, donc il y a des trucs qu'on leur a demandé et des trucs qu'on en avait marre et on leur a pas demandé, quoi. Mais au final, je trouve que ma petite étude sous HAL, elle est pertinente, même si je vois bien qu'il y a des erreurs et que ces erreurs, je les explique probablement par ces effets-là, justement, de problèmes de requêtage ou de non-maîtrise de la base de données. C'est vrai que c'est un peu curieux de travailler avec une base de données qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne peut pas retravailler. Il y a vraiment ce côté un peu à la fois intéressant et bizarre dans le plugin direct entre la base de données et l'analyse automatique. Et c'est une vraie limite. Pas nécessairement, mais c'est une question en tous les cas qu'il faut avoir vraiment. La difficulté maintenant de trouver les contours des bases de données, c'est intéressant quoi d'y réfléchir. Je trouve que c'est intéressant. Ça nous dit quand même à chaque fois ce que ça a récupéré, c'est-à-dire qu'on a le nombre d'individus, le nombre de tweets ou de je sais pas quoi, ou de mots, enfin, on sait que par exemple qu'on a récupéré, pour mon exemple, qu'on a récupéré 2000 papiers, donc moi sur mon truc, je sais que j'ai récupéré 2000 papiers, 731 chercheurs, j'ai les éléments je sais même le nombre de mots qu'on a gardés, tous ces éléments-là, je les ai. Après, ce que j'ai pas, c'est pourquoi j'ai pas Jérôme Dovio dans les sociologues de l'éducation, par exemple. À part que peut-être il met pas ses papiers sous HAL, ou peut-être il en avait pas mis depuis longtemps, ou ça aurait été le 3000e, ou je sais pas quoi. Pourquoi j'ai Pierre Merle dans la formation sociologie d'emploi et de la formation, alors que pour moi, il aurait dû être là, voire là. Et que dans mon souvenir, il se recasse bien par contre en quantitativiste après. J'ai pas d'explication très claire sur
Mais ça peut être juste, ils viennent publier un papier, celui-là l'est, et les autres, ils n'y sont pas, et enfin, ça nous arrive à tous. Je sais pas, j'ai fait un papier sur les questions de genre récemment, si ça se trouve, c'est ce papier-là qui arrive en tête, et je vais me retrouver sociologue du genre, alors que j'ai travaillé dessus une fois, quoi. Enfin, ça se peut. Ça répond, Viviane, ou... Super, merci beaucoup, ça répond parfaitement. Non, du coup, ouais, ça répond. Il y a une vraie question qui est là, et enfin, c'est vrai que à laquelle moi j'avais jamais pensé. Enfin, je sais pas si tu vas faire cet aveu ici, mais c'est vrai que le problème des requêtes et qu'est-ce qui remonte à travers les requêtes, enfin, moi ça me renvoie vraiment à des problèmes d'analyse secondaire sur des fichiers d'enquête où on réfléchit à la fois, enfin, on a des fois des questions à la fois sur l'échantillon, les personnes qu'on a observées, sur les questions qui ont été posées et tout ça, mais on a tellement l'impression que des fois que les données massives un peu se doivent s'imposer à nous, et c'est vrai que là il y a un problème de champ auquel j'avais pas forcément pensé. Je trouve ça assez intéressant. Et peut-être qu'un jour, je sais pas, on fera peut-être un tuto sur HAL et sur les requêtes si le besoin se manifeste un peu plus. Je reparcours le chat et le module questions et réponses, mais Juste, je partage son avis sur l'histoire de requêtage, hein, c'est pour ça que je l'ai mis là en conclusion. Je vais reprendre le stylo si vous voyez rien, mais là j'avais remis limite. Il y a plusieurs choses, quoi. Il y a cette espèce de dynamique, c'est-à-dire que la base de données elle n'est pas figée, que selon le moment où on l'a fait, on n'a pas la même chose. Le requêtage et cette place de l'analyse à laquelle pour le coup on a tous réfléchi, puis par moments on a tendance parfois à l'oublier aussi, c'est que peut-être qu'avec les mêmes mots, des gens n'auraient pas mis le même label et derrière ça donne pas du tout le même sentiment ou la même analyse. Et ça faut que ce soit conscient, mais il faut que ce soit conscient aussi dans les analyses facteurs. Enfin, d'une manière générale, quand on fait des stats, quoi, et quand on utilise des statistiques. Mais enfin, comme j'essaie de le dire à mes étudiants, c'est pas parce que on n'est pas en totale maîtrise que ce qu'on dit ne nous apprend rien. Enfin, c'est comme en français, quoi. Ça nous donne des éléments de compréhension qui sont limités à ce qu'on a réussi à trouver dans les limites de ce qu'on a trouvé, quoi. Enfin, faut accepter qu'il y a des limites à ce qu'on trouve, y compris avec des outils ultra puissants, ultra intéressants. Après, le côté inductif, moi je trouve est vraiment très très intéressant par rapport au fait de supposer l'existence d'une préstructure de réseau ou de ne pas tenir compte du texte dans les réseaux. Enfin, c'est un vrai, pour moi c'est un vrai, quelque chose qui est vraiment nouveau et qui est vraiment pas, enfin je connais aucun autre logiciel qui fait ça et je trouve que ça apporte beaucoup de choses aux analyses, quoi. Là je vais commencer moi à analyser comment l'influence des discours des enseignants entre eux transforment ou pas leur identité. Et mon idée, c'est justement de faire plusieurs requêtes à plusieurs, mettons une par mois pendant 1 an, sur Twitter, de certains enseignants, sur certains mots-clés, et de voir comment le vocabulaire évolue, comment les enseignants changent de groupe, quelle dynamique se passe entre eux, etc. Oui, moi je trouve ça intéressant là même dans ton exemple dans HAL parce que ce qu'on voit aussi c'est que il y a 731 chercheurs, c'est quand même rassurant parce qu'il n'y en a pas 20 quoi. Mais on peut se demander justement que si on part d'une base de gens qui justement ont fait le choix d'entrer dans HAL et peut-être que ceux qui ont exclu auraient une autre approche de la sociologie de l'éducation, ceux qui boycottent ou ceux qui ont des applis dissidentes, je sais pas comment dire. Voilà, est-ce qu'on est dans un truc mainstream par exemple par rapport à d'autres choses qui du coup sont exclues parce que ça n'est pas, enfin, je trouve que c'est des questions intéressantes sur lesquelles on peut réfléchir. C'est ça qui est hyper intéressant aussi d'ailleurs. C'est pour ça qu'on propose, j'avais une étude sur Archive, sur qui travaillait avec qui, et c'était hyper rigolo, quoi. On voyait vraiment, mais lui beaucoup plus large, hein. Il voyait quelle fac travaillait avec quelle fac, le fait que... mais sur Archive, par exemple, il avait fait ça et on voyait apparaître les médecins entre eux. Donc, en fait, on voyait se reconstituer les disciplines
on voyait se reconstituer l'absence de pont entre les disciplines, le fait qu'il y avait très peu de, je sais pas moi, de mathématiciens qui publient avec des sociologues par exemple, ou de chercheurs en médecine qui publient avec des spécialistes, je sais pas quoi. Enfin, on voyait la segmentation en fait des chercheurs entre eux et les facs qui se parlaient, mais par groupe de même discipline en fait, qui est très très fort en France en tout cas. Il avait fait une requête sur la France sur Archive et c'était assez intéressant. Et on voit les structures, on peut même faire la requête à l'intérieur d'une fac, voir qui travaille avec qui publie avec qui. Mais avec les limites que tu dis, Viviane, hein, s'il ne publie pas sous HAL, il ne publie pas sous HAL. Hein. Ouais, c'est intéressant, ouais. Mais d'une certaine manière, en creux, si on connaît la fac pour laquelle on fait l'étude, on le saura. Oui, oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en vois pas d'autres. Je vais essayer de poser quand même à Pierre les histoires de questions de taille. Je peux vous faire une réponse plus précise aujourd'hui, mais voilà. Alors, on relance un dernier appel aux participants qui sont encore là. S'ils veulent poser des questions, c'est le moment. Bon, Damien, la personne qui est par téléphone, c'est toi? Il y a un calling user for. Non, c'est pour moi. Bon. C'est quelqu'un qui s'est connecté que par téléphone, si on est comme ça. Ouais. Alors, je reparcours une dernière fois le chat et le module de questions et réponses, mais vraisemblablement, il y a plus de questions. Écoutez, C'est moi, c'est Jérémy Bouillet qui dit qu'il s'est reconnecté sur serveur fort. Ah, d'accord. Bon, merci beaucoup Muriel. Moi, je suis content parce que j'ai appris plein de choses. Je vais essayer de mettre des données sur Linkage pour voir quelles sont les communautés qui vont ressortir avec cet algorithme. Pas à proposer un post de blog ou un truc comme ça, parce que il y a un côté vraiment rigolo aussi, comme je vous le disais dans Search là, quand on est en mode quand on est en mode expand, là quand on est en mode expand, il y a ce truc search là que j'avais surligné où on peut aller trouver son nom et tout, et c'est vraiment rigolo. Donc n'hésitez pas à le faire, à le dire. Je me dis que ça, il y a un côté un peu ludique, mais il y a aussi le côté où ça peut, si ça peut amener des gens un peu réfractaires, parce qu'il y a un côté un peu pour le coup, justement, transparent. Alors, c'est vrai qu'il faut se poser plus de questions que ça, mais qui peut permettre à des gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des logiciels de commencer à s'approprier un peu des logiciels d'analyse de réseau. Oui, je suis d'accord. Moi, je pense à plusieurs personnes à qui ça pourrait aider à mettre le pied. Voilà, et puis de toute façon, en papier, l'autre grande conclusion aussi, c'est qu'il faut déposer ces données dans RAL, donc ça, on peut toujours le répéter à nos collègues, et qu'il ne faut pas attendre les moments d'évaluation des unités pour faire des dépôts massifs, parce que ça perturbe nos analyses. Donc c'est au fil de l'eau, on dépose sur RAL, et comme ça, tout ira bien. Donc, blague à part, donc voilà. Je suis bien d'accord avec la personne. Bon, voilà un joli mot de la fin. Merci beaucoup. Non, merci à toi, parce que du coup, c'était très clair et très intéressant. Ouais. Et puis en plus, ça permet de faire le pont entre différentes sessions qu'on a eues, que ce soit sur les données, l'analyse de données textuelles avec Iramutech ou avec des CACDAS, et puis on avait
plusieurs logiciels d'analyse de réseau. Là, on a fait un pont, puis après derrière, même l'exemple que tu avais là que tu as fait sur les sociologues, qui est à la fois très concret pour nous, ça montre vraiment l'intérêt du logiciel et ce qu'on peut faire. Donc c'est vraiment là-dessus c'était une séance innovante, intéressante et presque de synthèse aussi. C'était vraiment donc voilà, c'est pour ça merci beaucoup. Le prochain tuto, en fait, ça va être sur on va rester du côté des réseaux parce que c'est une plateforme qui s'appelle The Vistorian qui permet alors du coup vraiment là que de représenter des réseaux à la fois dans l'espace et dans le temps. Et je pense que c'est Benjamin Bach qui va animer la session. Et je crois que ça va être extrêmement intéressant aussi. Donc je vous redonne rendez-vous le 18 octobre pour cette session sur Vistorian. Et puis après, on parlera un peu plus de linguistique et de segmentation de texte avec Johan Dupont au mois de novembre. Et puis, suite à des discussions qu'on a eues dans les tutos ou ailleurs, on va faire une séance prise de son, c'est-à-dire en fait enregistrement, quel matériel et qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des enregistrements d'entretien de bonne qualité qui nous facilitent la retranscription. Et donc ça va être animé par Julien Tardieu au mois de décembre. Voilà, Viviane, si tu veux rajouter quelque chose. Damien. Merci, c'était parfait et très clair. Merci Muriel. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Voilà, puis donc au revoir tout le monde et puis à bientôt.